Faites-vous partie de ces gens qui jubilent, qui avaient ouvert une bouteille de champagne pour célébrer la condamnation de Guy Turcotte? Commencez pas à boire votre champagne tout de suite parce que vous allez peut-être le regretter. Ceux qui disent qu'il s'en va en prison, là, il s'en va peut-être pas en prison. Il y a toutes sortes de procédures. On va aller démêler ça avec notre criminaliste en résidence ici, Maître Walid Hijazi. Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Racontez-nous un peu, là, au fond, là, ce qu'on a vécu en fin de semaine, c'est la décision d'un jury. Première question que les gens se posent dans un dossier comme Turcotte ou d'autres, est-ce que le jury doit être unanime ou si c'est un vote majoritaire? Non, il doit absolument être unanime. C'est une condition primordiale, fondamentale. Ils doivent être unanimes sur le résultat, c'est-à-dire le verdict. Alors ici, c'est un verdict de meurtre au 2e degré. Oui. Ils devaient tous être unanimes, donc ils étaient 11. Alors, c'est pas un vote, c'est pas la majorité. Les 11 doivent être d'accord sur meurtre au 2e degré. Par contre, chacun est libre du chemin pour y arriver. Alors, les éléments qui ont été retenus, les éléments qui ont été discrédités, bref, le cheminement intellectuel qui a amené à cette conclusion-là, quel élément de preuve qu'ils ont retenu versus un autre, chacun est libre d'y arriver à sa façon, mais ils doivent s'entendre sur le résultat final. OK. Est-ce que ça fonctionne un peu comme un conseil municipal? J'illustre mon propos. Par exemple, bon, dans mon conseil municipal, j'avais des gens plus forts que d'autres. Il y en avait des plus faibles. C'était représentatif de la société. Et évidemment, il y en avait qui ne pouvaient pas m'expliquer pourquoi ils votaient pour tel règlement. Est-ce qu'un jury, par exemple, lui, est obligé de justifier son cheminement intellectuel ou s'il fait juste dire coupable? Entre eux, ils doivent se justifier entre eux pour en arriver à une conclusion. Mais pour le public, pour la salle de cour, le jury se nomme un président qui est le porte-parole du jury auprès du juge pour poser des questions, pour s'exprimer au nom du jury. Alors, le président donne le verdict au nom du jury, mais il fait juste dire coupable, meurtre au 2e degré. Il ne motive pas sa décision. Alors, un juge seul, si on avait procédé devant un juge seul, ou pour n'importe quel procès, qu'on va au palais de justice, pour les causes qui sont moindrement compliquées, là, où les enjeux sont minimalement sérieux, un juge va rendre un jugement écrit où il motive sa décision, il explique pourquoi il décide de la façon qu'il décide. Un jury, lui, il n'a qu'à rendre verdict. Il ne motive pas, il n'exprime pas publiquement les raisons pour lesquelles ils ont décidé de cette façon-là. Et plus que ça, je me suis avancé, je recule. Au début du processus, quand ils ont été choisis comme jurés, ils ont prêté serment de garder secret tout ce qui se dit dans la salle de délibération. Alors maintenant que c'est terminé et que leur devoir de citoyen est terminé et qu'ils retrouvent leur vie normale, ils ne peuvent pas parler de ce qui s'est dit dans la salle de délibération. Ce serait briser leur serment, ce qui est une infraction, c'est passible d'une accusation et d'une sanction. Ah oui, OK, bon. Là, c'est secret jusqu'à leur mort. Là. Parfait. Il va y avoir la tentation pendant les parties de Noël de parler, mais en principe, ils ont juré là-dessus, ils ne doivent pas en parler. OK, bon, ben ça, c'est bon à savoir. D'ailleurs, les parties de Noël approchent, puis bon, on a bu, on a fumé 3-4 joints, puis là, on veut se rendre intéressant, hein, puis là, on dit des niaiseries. Bon, maintenant, on en arrive, la décision sort. Évidemment, le jury, lui, il a reçu des instructions par le juge. On n'est pas des juristes quand on est juré, c'est compliqué, il faut assimiler ça. Quand on dit les jurés sont maîtres des faits, ça veut dire qu'on ne peut pas en appeler sur des faits, c'est fini. Là. Ce que les jurés ont analysé au niveau des faits, c'est béton, c'est ça? Exactement, sauf si le verdict aurait été ce qu'on appelle déraisonnable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun fondement dans la preuve qui permet de tirer cette conclusion-là. Je pense qu'on n'en est pas ici. Les opinions peuvent diverger sur où la preuve se dirigeait, mais il y a des éléments de base qui auraient pu soutenir la plupart des 4 verdicts qui étaient ouverts au jury. Exact. Alors, la question, c'est les jurés doivent décider de l'histoire. L'histoire que la couronne ou la défense leur plaide, c'est qui les convainc, et c'est uniquement les faits, l'histoire, les considérations factuelles, toutes les questions de droit, c'est-à-dire l'admissibilité d'une preuve,
quelle est la définition juridique de tel élément constitutif du crime, etc. Ça appartient au juge. Ça se fait sans la présence des jurés. Lorsqu'il y a une objection, justement un témoin par exemple, pour s'imaginer, on le voit souvent dans des téléséries ou dans des films, un témoin témoigne sur ce qu'il dit avoir vu et entendu le jour du crime. Là, un des avocats se lève et dit le témoin donne son opinion ou le témoin une objection. Oui dire. Alors là, on fait sortir le jury et là, on plaide du droit devant le juge qui va trancher. Le jury, lui, c'est uniquement est-ce qu'il est coupable ou pas coupable de l'accusation, qui repose sur un scénario, les faits, ce qu'on cherche à nous faire croire, ça appartient au jury. OK. Mais maintenant, là, les gens disent sur les réseaux sociaux, s'emballent, ça y est, 10 ans en prison, 10 ans en prison. Oui. Premièrement, est-ce qu'il y aura un appel? Et est-ce que c'est possible? C'est possible. Il a 30 jours pour décider s'il veut porter sa cause en appel. Habituellement, dans des causes de meurtre, lorsque les accusés sont trouvés coupables de meurtre, la plupart du temps, ils s'essayent en appel parce que, bon, c'est le dernier recours. C'est la prison à vie. Alors, qui ne demande rien n'a rien. C'est pas une tâche facile. En matière de procès devant jury, habituellement, la matière où on essaie de trouver déceler des motifs d'appel, c'est dans les directives du juge au jury. Le juge André Vincent, c'est un très bon juge. C'est un juge qui était conscient de l'intérêt public sur la cause. Le premier procès avait été invalidé parce qu'il y avait eu des déficiences au niveau des directives. Alors, je n'ai pas témoigné, je n'ai pas assisté à ces directives, mais je me dis qu'il a travaillé fort là-dessus et il va falloir se lever de bonne heure pour essayer de trouver des erreurs là-dedans, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais est-ce que c'est un appel automatique de plein droit ou si... sur des questions de droit, oui. Sur des questions de droit, c'est pour un crime aussi grave qu'un crime de meurtre. Là. Sur des questions de droit, c'est un appel de plein droit. Ça veut pas dire que l'appel va être accueilli, mais ça veut dire qu'il peut... On peut gagner du temps, là. Oui. Il n'ira pas en prison pendant son appel, corrigez-moi, là. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, pour le moment, il est en prison. Il est détenu depuis hier. Il y a des représentations sur la peine le 18 décembre. Et en principe, il est en prison pour la vie. Si il dépose un avis d'appel et que les motifs d'appel sont sérieux, là, il pourrait y avoir ce qu'on appelle une enquête pour remise en liberté au stade de la cour d'appel, où il est possible qu'il soit remis en liberté le temps que la cour d'appel tranche les motifs d'appel. Mais pour le moment, tout ça, c'est très spéculatif. On n'en sait rien. Peut-être qu'il va y avoir un appel, peut-être qu'il n'y en aura pas. Et s'il fait un avis d'appel, on va mesurer la force de ces motifs d'appel avant de le remettre en liberté. La Cour d'appel remet pas quelqu'un en liberté simplement parce qu'on reçoit un document comme quoi il veut aller en appel. Donc, il y a des raisons, là. C'est pas pris à la légère, là. Il faut que les motifs soient extrêmement sérieux et qu'il y ait un début de fondement. Ça veut dire que ça soulève un débat sérieux et que peut-être il aura gain de cause, dans quel cas il ferait du temps inutilement s'il gagnait. Donc là, mais je vous arrête là-dessus, juste pour qu'on puisse comprendre, là. Évidemment, c'est pas le même genre d'audience qu'on avait tenue quand on était retourné à la case départ pour recommencer le procès, puis on se posait la question, est-ce qu'il devrait être en dedans pendant son procès ou en liberté? C'est pas la même nature de débat, là. Non, pas du tout, parce qu'au procès, il est présumé innocent. Exactement. C'est une différence fondamentale et c'est constitutionnel. La Charte canadienne de la liberté protège avec des critères d'innocence. Ça, c'est le fondement. Tout le droit criminel est construit autour de cette notion aussi fondamentale, aussi importante que le droit à la vie, le droit à la conscience. C'est sacro-saint, la présomption d'innocence. Donc, tant qu'on n'est pas trouvé coupable, on est présumé innocent. Maintenant qu'il a été trouvé coupable, il a perdu le bénéfice de la présomption d'innocence et il doit, pour essayer d'obtenir une remise en liberté au stade d'une requête en appel, que ses motifs d'appel à première vue, à un stade préliminaire, on dit prima facie dans mon métier, que ces motifs d'appel-là ébranlent le verdict qui a été rendu. Est-ce que ça soulève, à première vue, un débat qui nous amène à remettre en question le verdict. OK, ce qui est peut-être, c'est beaucoup plus dur à faire comme preuve que vis-à-vis de la présomption d'innocence en attente de ton premier procès. C'est beaucoup plus dur. Là. C'est très. Ah bon, ça va être intéressant à suivre. Hey, merci beaucoup d'avoir fait le point. Et, je ne sais pas, évidemment, le monde se demande là, à aller dans un processus d'appel. On a reçu des courriels, ça doit coûter une fortune, cette procédure-là. Quand tu n'es pas admissible à l'aide juridique, c'est prohibitif en plus.
Ouais, les démarches en appel, c'est dispendieux. Il y a les honoraires des avocats qui ne prennent pas l'aide juridique et il faut les payer, puis c'est pas donné, d'une part. Et il y a aussi, il faut faire retranscrire tout le procès. Oh mon Dieu. Et ça coûte une fortune, ça coûte très, très cher. Alors, chaque journée doit être retranscrite. L'intégralité du procès est mis par écrit. Le procès, il est public. Le procès a été enregistré. N'importe quel citoyen peut aller au palais de justice puis prendre des bandes audio moyennant un coût qui n'est pas donné non plus. Et pour un appel, la Cour d'appel exige les transcriptions. Alors, on fait retranscrire le procès et ça, c'est extrêmement volumineux. Un procès de quelques jours peut nous amener des frais de transcription de plusieurs milliers. Alors ici, on a eu près de 40 jours de procès. Oh mon Dieu. Ça va coûter cher. Ben oui. On s'en va là. Ça n'a aucun sens. Hein? Ben merci beaucoup, Maître Hijazi, mon cher. Oui, comme tu veux, Stéphane. Merci. Au revoir. Bye. C'est Walid Hijazi, notre avocat préféré, criminaliste qu'on aime bien. Un gars qui va aller loin. Alors, vous avez vu, là, tout cet engouement-là sur les réseaux sociaux. Ça va en prison, ça va en prison. Non, et premièrement, la sentence. Combien d'années il va faire en prison, là? Ça n'a pas été décidé. Ça ne relève pas du jury. Le jury a tranché sur les faits de concert avec le juge pour le droit, coupable, homicide, involontaire, meurtre au 2e degré. Maintenant, la sentence de prison, on ne la connaît pas. Ça sera dans une audience ultérieure. On va en débattre, puis après, on verra. Et on verra s'il y a un processus d'appel. Et on verra s'il ressort pendant son processus d'appel, de sorte qu'il peut peut-être être en liberté. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il n'y a pas personne qui souhaite ça.